À 33 ans, Steven Kittirat a interviewé plus de 700 personnalités atypiques. Depuis 2016, il s'est donné une mission, mettre en lumière des parcours inspirants. Ce n'est pas son métier, mais Steven a tout d'un professionnel. Une longévité rare, une curiosité insatiable et une audace rafraîchissante. Au cours de son parcours, il a interviewé entre autres Philippe Croizon, l'inventeur du TGV ou celui de la carte à puce. Toutes ces rencontres l'ont mené à réaliser des projets ambitieux. Il a notamment réalisé un documentaire primé à Rome, une conférence TEDx Vivre sa vie, ou encore des entretiens dans des lieux insolites, du sommet d'un volcan à la grotte d'un explorateur. Son mantra, n'ayez pas peur de briller, mais veillez toujours à éclairer le chemin des autres. J'ai eu le plaisir d'échanger avec Steven Kittirat pour Sagesse Moderne. Dans cet épisode, il nous partage le pouvoir sous-estimé des rencontres, ses apprentissages après plus de 700 interviews, ou encore comment le silence lui a permis de trouver sa voie. Un épisode riche en sagesse, rempli de bonnes énergies. Bonne écoute. Écoute, salut Steven. Salut Elliot. Bienvenue sur Sagesse Moderne, le podcast qui part à la rencontre des explorateurs et exploratrices de la connaissance et de la vie pour nous éclairer un petit peu sur notre époque et aussi nourrir notre quête de sens. Je suis ravi de t'accueillir ici. D'abord, comment tu vas ? Écoute, je vais très bien. Comme tu vois, je suis un petit peu bronzé. Je reviens d'Espagne. Trop bien. Donc j'étais à Genève, bon, il fait un peu plus froid. Et puis là, je vais repartir à l'île Maurice dans quelques temps avec ma chérie. Ah, génial. Donc, et puis merci de m'inviter sur ton podcast que je trouve très intéressant et le titre, j'aime beaucoup. Trop bien, avec Sagesse plaisir. moderne, ça me parle. Trop bien. Je pense qu'il y a pas mal de points communs dans nos démarches respectives. Peut-être tu interviews beaucoup de gens. On va revenir un peu sur ton parcours, mais tu as interviewé plus de 670 maintenant personnes. C'est ça. C'est assez dingue. Ouais. Et voilà, dans cet épisode, on va revenir un petit peu pour essayer de comprendre un peu pourquoi tu as fait cette démarche-là, comment tu as démarré et comprendre un petit peu tout ce que tu as apporté finalement, toutes ces rencontres, qu'est-ce que tu as appris et retirer un peu de sagesse de toutes ces rencontres qui doit être assez énorme. Déjà, pour commencer, on va essayer de revenir un peu sur ton parcours. Est-ce que tu peux déjà te présenter avant de commencer ? Oui, bien sûr. Alors pour résumer, je m'appelle Steven Kittirat, j'ai 37 ans, je vais avoir 38 ans le 10 octobre. Alors j'ai pas été très bon à l'école, pour diverses raisons. À cette époque, je suis né en 86, donc du coup à cette époque il y avait des dessins animés que j'adorais. Dragon Ball Z, Chevalier du Zodiac, Olivier Tom. Donc j'adore les mangas et j'étais pas très attentif à l'école. Malgré que j'étais quand même un garçon qui aimait être curieux, j'ai toujours été curieux si tu veux, mais je crois que c'est le côté éducatif. Le système scolaire m'a toujours un peu... comment dire, ça m'a souvent repoussé la méthode de travail si tu veux. Par exemple les mathématiques, en soi, les chiffres, je déteste pas, mais c'est la méthode. J'ai toujours voulu comprendre pourquoi on fait ça, dans quel but, dans quel sens. Donc système scolaire un peu chaotique, mais j'ai quand même eu mon bac en 2009. Mais avant d'avoir le bac, je suis passé par pas mal d'étapes. J'ai eu un BEP Vente Action Marchande, après j'ai eu un bac pro commerce. Et voilà, entre-temps, j'ai été éjecté du système scolaire pendant 2 ans parce que c'était après mon BEP Vente Action Marchande, j'ai eu les notes nécessaires pour passer en bac pro si tu veux. L'école, en tout cas... Ma prof principale a fait en sorte que je ne passe pas à l'étape supérieure, donc du coup j'ai été éjecté pendant 2 ans, tu vois. Okay. Pas évident cette période. Okay. Période de solitude, tu vois, on parlait de solitude. D'ailleurs c'est quelque chose qui est très intéressant, la solitude. Tu te sens seul à ce moment-là. Tu vois tous les élèves aller à l'école avec leur sac à dos, toi tu es un peu à l'écart. Et donc, à cette période, j'adorais faire du sport. Donc, du coup, je m'entraînais tous les jours parce que j'adore la course à pied. Okay. En tout cas, j'adorais la course à pied, mais là, en ce moment, j'ai beaucoup moins de temps d'aller courir. Je cours après autre chose, on va dire, aujourd'hui. Mais après quoi ? Après des rencontres, ouais. C'est ça, comme toujours. Toi. Ouais, bien sûr. Donc, je m'entraînais beaucoup, j'ai fait de la compétition, j'ai gagné une course, plusieurs courses, et ensuite j'allais beaucoup dans les bibliothèques. Donc en gros, c'est là où j'ai rattrapé un peu tout mon cursus d'un point de vue culturel. Okay. J'aime bien les livres, tu sais, qui sont des biographies, des autobiographies surtout. Ah, ok. Alors les romans et tout, je suis pas trop roman. Okay. J'aime des livres, tu vois, autobiographiques comme Mandela, qui écrit, c'est lui-même qui écrit, tu vois, okay. Charlie Chaplin, qui a fait aussi un livre
Michael Jackson, qui a aussi fait une autobiographie, qui n'est pas très connu, mais c'est lui qui écrit, quoi. Ça m'a, quelque part, c'est peut-être ça qui m'a donné l'envie peut-être d'aller faire des rencontres, de m'intéresser au parcours de vie, divers et variés. Kubrick aussi, que j'adore. Donc après, j'ai affiné ma culture même cinématographique. J'ai regardé beaucoup de films des années 40, 50, tu sais, les films bien en noir et blanc qui sont un peu chiants. Je mettais souvent des sous-titres en anglais, en français, pardon. Donc Fred Astaire, il y a qui d'autre encore? Il y a Woody Allen, John Ford. Mais c'est génial parce que c'est des films qui sont riches du point de vue culturel. Et puis à l'époque, je trouvais que le temps était plutôt assez long, dans le sens, il te laissait raconter une histoire. Aujourd'hui, tout va vite avec les effets spéciaux. On sent qu'il y a un tempo, tu vois, qui te stresse, en fait. Ok, c'est vrai. Enfin, je trouve. Et après, bon, bah voilà, je suis parti au Canada faire une école de cinéma, en 2011. Ok. J'ai fait une année, plutôt 5 mois. Je suis resté 6 mois. Ensuite, retour en France. J'ai accumulé plein de jobs. Donc, j'ai fait serveur, gardien de square. J'ai fait des stages pour faire des personnages de Disney aussi. Courser à vélo. 2016, crise un peu existentielle. Je me disais, mais où est ma place dans ce monde, quoi? Je ne trouvais pas ma voie. T'avais quel âge? Alors 2016, c'est quoi ça? 8 ans, donc j'ai 31 ans, allez, 30 ans, 31 ans. Donc là, grande question, tu vois. Et puis, ça m'a rappelé le collège, quoi. Tu sais, fin troisième, quelle voie vous voulez faire en seconde? Et puis, on me donnait une brochure, l'ONICEP, ça s'appelle. Donc, je sais pas si ça existe toujours, l'ONICEP. Tu avais, je crois, plus de 200 filières, et puis je trouvais pas ma voie dans les 200 filières. C'est affreux, parce que tu regardes toutes les filières, et tu dis, mais il n'y a rien qui me correspond. En fait, je suis pas fait pour ce monde, en fait. C'est affreux, tu sens vraiment à l'écart. Donc là, pareil. Quel métier je voudrais faire? Je ne le trouvais pas. Donc du coup, je suis parti une semaine à La Baule, et ensuite 3-4 jours à Barcelone, vraiment pour prendre du recul. Tout seul ou Tout seul. Tout seul, ok. Ouais, dans le silence. Ok. Donc pareil, ce fameux silence qui fait un peu peur, c'est devenu un ami même. Donc, et là, au plus profond de mon âme, tu vois, je regardais même des petites vidéos de temps en temps, et une vidéo qui m'a parlé, c'était Jean-Claude Van Damme, qui dit la fameuse phrase n'écoute pas le bruit du monde, écoute le silence de l'âme. Tu vois, cette phrase, elle m'a toujours marqué. Je me suis dit, mais oui, il a raison. Et du coup, je suis rentré en introspection dans mon âme. Et là, c'est fou parce que ce qui paraît, ce qui paraît en gros vide ou sans bruit, le silence, quand tu rentres dans ton âme, il y a plein de bruit en fait. Ça, c'est énorme, on dirait une foule. Quand tu es concentré dans ton âme, tu es dans tes pensées en fait. C'est très bruyant en fait. Et là, tu dis waouh, je découvre un truc là. Et en rentrant, ben, là tu trouves le silence. Et là tu dis waouh, ok, je suis fait pour ça. Donc quoi? Faire des rencontres. Ok, excellent. Donc c'est pas monétisable, tu dis au premier abord, mais en tout cas, je me posais pas cette question. Je me suis dit, qu'est-ce que tu aimes faire? Avant de te poser la question, comment tu vas gagner de l'argent avec ou pas? Rencontrer des gens. Je suis quelqu'un de curieux, comme beaucoup de gens, mais vraiment, je m'intéresse au parcours de vie. Donc là, je me suis dit, tiens, j'ai trouvé ma voie. Voilà, en gros, pour résumer. Ok, excellent. Et du coup, tu te lances là dans justement des premières interviews. Ouais. Comment ça t'est venu cette idée-là en fait et comment c'est venu en fait, ouais. 2016, en gros, en 2015, j'ai fait une rencontre incroyable avec un monsieur qui s'appelle Ghassan Enkembari, qui est un monsieur qui a aujourd'hui 76 ans, qui fait du skateboard à l'envers en équilibre, incroyable. Il fait plein de choses incroyables. On a bien sympathisé, lui et moi, en 2015. Moi, à cette époque, je faisais des petits jobs, en fait, si tu veux. Je travaillais à l'accueil de Libération, le journal, à République. C'est là aussi, ça m'a donné aussi le goût du journalisme, quelque part. Donc, moi, je travaillais là-bas. Je terminais souvent tard. Je faisais des horaires du soir.
Il y avait des heures du matin, le midi ou le soir, mais bon, généralement, souvent, je terminais le soir, donc vers 23h. Et à côté, il y avait une salle de sport, donc un fitness park. Et lui, il s'entraînait à Fitness Park. Et puis moi, je dis, tiens, je vais m'entraîner aussi à Fitness Park avec lui, comme ça, on pourra se voir souvent. Donc après le travail, j'allais le rejoindre à la salle de sport. Et puis petit à petit, nos liens se sont renforcés. Et puis en observant, j'ai vu que c'était quelqu'un qui partageait beaucoup ses connaissances en termes de santé, de sport et même de philosophie. Très, très fort en philosophie. Et il m'a appris tellement de choses que je me suis dit, tiens, il faut que je fasse un portrait sur lui, quoi. Et je voyais aussi comment il était avec les gens, avec les autres, il était comme avec moi. C'était pas quelqu'un qui jouait un jeu, quoi, en fonction des gens. Il était comme ça. C'était quelqu'un vraiment de singulier. J'ai dit, tiens, pour le remercier pour tout ce qu'il m'a apporté, je vais le filmer et je vais partager son histoire aux gens. Voilà, c'est venu comme ça. Ah ouais, donc une opportunité qui est venue, une rencontre. Et là, un peu le déclic du format, en tout cas, en se disant, ça va être une interview. Ouais. Ok, et tu avais déjà un peu des compétences sur les vidéos, tout ça, ou pas trop? Non, j'avais un ami qui aimait bien faire la vidéo, mais moi, enfin, j'ai fait même une école du cinéma, mais en fait, j'ai rien foutu à l'école. J'étais là en tant que touriste, quoi. Okay. Mais non, j'ai jamais... le montage et tout, c'est pareil. Quel logiciel utiliser, tout ça, c'est fait grâce aux rencontres, en fait. Okay. Si tu veux, je compare un peu ça comme un jeu vidéo, tu vois, où tu as un personnage au départ avec pas beaucoup de puissance et pas beaucoup d'outils. Et puis tu avances dans chaque niveau. Et puis tu rencontres des alliés qui t'offrent, je sais pas, des petits cadeaux qui renforcent tes pouvoirs. C'est un peu comme ça avec... Donc, enfin, j'ai fait une interview, paf, je suis tombé sur la personne qui me dit, tiens, mon mari utilise un logiciel de montage, c'est gratuit. Ah, c'est quoi le logiciel? Ok. Tu sais, c'est au fur et à mesure, en fait, tu peaufines. Ah, tiens, ton micro, il est super, c'est quoi comme marque? Ah, bah ok, je vais l'acheter. C'est au fur et à mesure, en fait. C'est génial, mais c'est même une belle métaphore même de la vie, qui est un jeu quelque part où il faut acquérir des compétences. Au fil des rencontres, il se passe des choses, des déclics, etc. C'est top d'être ouvert à ça et puis de petit à petit progresser dans son propre jeu. C'est énorme. Et donc là, du coup, c'est le déclic pour toi. Je vais faire des interviews et tu te dis, ça y est, je vais faire des interviews. Et tu commences à en faire du coup plus, quoi. Au départ, je voulais en faire 10 dans le domaine de la santé. Okay. Moi, c'était santé, quoi. Au départ, c'était vraiment des médecins, des cardiologues, des chirurgiens. Pourquoi la santé? Parce que Gassan m'a beaucoup appris de choses sur la santé. Donc lui, il est très fort en termes d'alimentation vivante. Et je dis, ouais, mais c'est génial. Et en allant dans des conférences, notamment à Port de Versailles, il y avait deux salons. Il y avait le salon de body fitness et un salon de santé. Je suis allé aux deux. Alors c'est drôle parce qu'en allant dans le salon de santé, tu n'avais que des personnes du type âgé qui allaient, et de l'autre côté, il n'y avait que des jeunes. Et je me suis dit, il y a un truc qui cloche, quoi, parce que les deux sont totalement liés, quoi. Carrément. Et là, je me suis dit, tiens, il faut que je fasse un média qui permet de réunir ces deux générations, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire quelque chose sur la santé. Et après, j'étais pris par mon propre piège. En faisant quelque chose sur la santé, je me suis dit, tiens, mais la santé, c'est pas que bien manger, faire du sport, c'est autre chose. Et là, je suis parti dans des univers absolument insensés, quoi. Donc, j'ai interviewé une personne qui entraîne des chevaux, donc dans le monde animal. Après, j'ai fait le jardinier de Versailles, donc les plantes, les arbres. Donc là, je me suis dit, mais en fait, c'est énorme, quoi. La santé, c'est pas que ça, c'est un bien-être envers soi-même, tu vois. Donc après, des artisans aussi, des aventuriers. Maintenant, je dis par thème parce que si tu me dis, tiens, est-ce que tu as quelques personnalités que tu aimerais citer, il y en a tellement, tu vois. J'ai fait le calcul, j'ai à peu près 30 rubriques 30 thématiques. D'accord. Entrepreneuriat, aventurier, sport, performeur, scientifique, artiste, après genre des spiritualité. Ça englobe, voilà. Comme je dis toujours, j'ai été sur Terre, sous Terre, dans le ciel et dans l'espace. C'est génial. Tout ça, voilà, le pouvoir des rencontres.
Et tu parles notamment, on peut en citer quelques-unes. Il y a par exemple l'inventeur du TGV, Jack Cooper. Ouais, c'est ça. Pourquoi En fait, je me suis dit, parmi tes angles, parce que j'ai beaucoup d'angles, parmi tes angles, un qui m'intéresse le plus, ce sont des gens qui ont fait des choses connues, mais qu'on ne connaît pas le nom. Souvent, c'est quoi être connu? Tu vas me dire une personnalité, tu vois. Mais moi, je me suis dit, être connu, c'est pas que ça. Tu peux être connu parce que toi tu fais, mais ton nom n'est pas connu, tu vois. Qui connaît la créatrice de Canva, quoi, tu vois. Pas beaucoup de monde. Canva, pourtant, les gens utilisaient Canva, tu vois. Et ChatGPT, c'est pareil. C'est 30 ingénieurs, dont 17 Français. Est-ce qu'on connaît les 17 Français? Est-ce que tu les vois? Est-ce qu'on les interviewe, ces 17 Français? Pourtant, ChatGPT, on en parle beaucoup. Tu vois. Ça, c'est un angle, tu vois, qui est assez intéressant. Pourquoi on n'interviewe pas un des 17, tu vois? C'est clair. Et peut-être il y a une femme dans les un des... Tu vois, parce que là, c'est une mode en ce moment de mettre des femmes en lumière, mais je trouve que on met souvent les mêmes personnes en lumière, et il y a des gens qui ont fait des choses et on ne les met pas assez en lumière. Donc moi, je les appelle un peu des légendes de l'ombre, quoi, des pépites pour moi. Et donc tout ça, Jack Cooper, je me suis dit, tiens, tout le monde prend après au moins une fois le TGV dans sa vie, et ce serait drôle. Moi, je m'amuse en fait, si tu veux. Je ne me prends pas trop au sérieux, j'essaie de m'amuser, et je me dis, tiens, c'est drôle d'interviewer le mec qui a conçu ça, quoi, qui l'a dessiné. Du coup, je cherche, je tombe sur Jack Cooper, et je dis, mince, j'espère qu'il est encore en vie, quoi. Et je vois qu'il est encore en vie. Okay. Il avait 85 ans à ce moment-là. Et il habitait à côté de chez moi. Moi, j'étais à Courbevoie et lui était à Asnières. Et là, génial, page blanche. Et il me répond. Et il me dit, ok, c'est pourquoi? C'est pour une interview. Et puis il me dit, ok, pas de souci, venez chez moi. Et moi, j'étais aux anges, quoi. Et voilà, la rencontre s'est faite. Et puis, au fur et à mesure, on a créé des liens très forts. C'est devenu un ami aussi, Jacques. Donc, ça fait partie aussi des premières personnes que j'ai interviewées. Je n'oublie jamais les premiers interviews, quoi. Tu sais, on dit souvent le plus important, c'est pas la fin, c'est le chemin. Et moi, je dis peut-être le plus important, c'est peut-être pas le chemin, c'est le commencement. Okay. Parce que grâce au commencement, si tu te perds sur le chemin, tu vas te dire pourquoi j'ai fait ça, je viens d'où, n'oublie pas d'où tu viens. Donc pour moi, le plus important, c'est le début. C'est pas le chemin, c'est pas la fin, c'est le début. Okay. Parce que souvent, sur le chemin, tu peux aussi t'égarer et tu peux te poser des questions encore. Et là, tu te dis, mais attends, pourquoi j'ai fait ça? Ah oui, au tout début. Et puis là, tu regardes tes premiers épisodes. Et c'est pour ça que j'aime bien les débuts. Excellent. Ouais. C'est un repère, quoi, en fait. C'est un repère. Ouais. Effectivement, comme tu dis, on peut très vite se perdre et ça arrive. Oui. Mais au moins, on a ce phare-là. C'est ça. Se rattacher, à quelque chose à laquelle se rattacher qui nous permet de prendre du recul et comme tu dis, de savoir d'où l'on vient. C'est essentiel. Ouais. C'est pour ça que je dis toujours au début, quand tu te lances, pose les bonnes graines pour que ça pousse bien comme il faut, quoi. C'est pour ça que j'ai appelé racine solaire par rapport à ça, quoi. La racine et puis solaire. Et ouais, parce que sur le chemin, tu sais pas, tu peux pas savoir d'avance, mais tu peux être pris par la notoriété, tu peux devenir arrogant, tu peux devenir quelqu'un d'autre que tu n'es pas. Et je dis le plus important aussi, c'est de rester intact. Quand je dis intact, c'est égal à toi-même. Tu vois, je suis comme le Steven de 2016, j'ai pas changé. Et les rencontres ont accentué ça. Donc Jack Cooper aussi a contribué à ça, parce que quand tu les vois, ils sont tellement humbles, ces gens. Ils ont fait des monuments, ils vont pas le dire, donc je vais le dire à leur place, tu vois, mais c'est grâce à des gens comme lui que les Japonais ont fait des trains, des TGV, ils se sont inspirés de ces travaux-là. Et je trouvais ça bien en hommage, quoi. En fait, moi je dis ça au patrimoine. J'appelle ça le génie français tout court. Tu vois, c'est le génie dans sa globalité. Et au fur et à mesure de mes enquêtes, tu vois, comme Jack Cooper, je me suis dit, tiens, il y a peut-être d'autres Jack Cooper, d'autres Gassan. Et donc après, j'ai été dans d'autres univers. Je me suis dit, tiens, après le train, fait les voitures. Donc j'ai fait Peugeot, après j'ai... Et au fur et à mesure, tu te rends compte que la France, elle est magnifique, quoi, en fait. Il y a des génies dans tous les domaines. Et là, waouh, ça m'a même réconcilié encore plus avec la France.
On parle beaucoup tu vois, de paysages qui est très riche, mais même humainement, quoi. Il y a des gens extraordinaires dans tous les domaines. Alors, chose qui est peut-être un peu drôle, à travers mes enquêtes, j'ai remarqué que ces pépites, ces génies, en fait, sont récupérés par trois entités, enfin, deux entités plutôt, les Américains et les Chinois. À chaque fois, je les trouvais sur mon chemin. Et je me suis dit, mais waouh, c'est incroyable. Eux s'intéressent plus à notre histoire que nous-mêmes, en fait. J'avais interviewé le champion du monde de colombophilie, quoi, championnat du monde de pigeons voyageurs. Et ben, le pigeon qui a gagné le championnat du monde a été acheté par un Chinois, quoi. Ok. Donc tu vois, on se fout la gueule des Chinois par rapport au fait qu'ils s'intéressent à des marques comme Chanel et tout, mais c'est pas que du bing-bing. Et ça, là, je me suis dit, mais en fait, ces gens-là, ils s'intéressent à autre chose aussi. Pareil, j'avais interviewé un champion olympique de tir à la carabine qui est devenu entraîneur, et il entraîne l'équipe nationale de Chine, quoi. Et là, tu poses des questions, tu enquêtes. Ça, c'est des choses que je ne sais pas au départ, hein. J'enquête. Et du coup, j'apprends plein de choses, en fait. Je me dis, mais en fait, les Français, on est très forts dans tous les domaines. C'est pas parce que je dis ça, parce que je suis né en France, mais déjà, rien que la technologie, on fait partie des meilleurs. L'iPhone, c'est pas Steve Jobs, c'est Jean-Marie Hulot, que je voulais interviewer, que j'ai eu sa femme au téléphone. Malheureusement, peu de temps après, il est mort, il est décédé. Mais c'est lui qui a créé l'iPhone, tu vois. Je t'ai parlé de ChatGPT tout à l'heure avec les 17 ingénieurs. Là, la semaine dernière, j'ai fait Marc Lassus, l'inventeur de la carte à puce. On est incroyable, en fait. Et tu vois, c'est ça que je veux mettre en avant et le partager. Excellent. Voilà. Et qu'est-ce qui rassemble toutes ces personnes-là, tu dirais? Est-ce que tu as remarqué quelque chose qui revenait souvent? On en a parlé un petit peu. Alors, ouais, des choses que j'ai remarquées qui revient souvent, on me pose la question souvent, c'est quoi c'est quoi le fil conducteur de toutes ces personnes? Moi, j'ai remarqué, c'était la timidité. Moi, qui est quelqu'un de timide, j'ai trouvé ça drôle et intéressant de me dire, tiens, en fait, ces gens-là, même certains qui font beaucoup de conférences, je ne savais pas qu'au départ, c'était des gens introvertis. Et c'est peut-être grâce à ça, je ne sais pas, mais inconsciemment, ça crée un lien invisible, en fait, entre nous. Donc... ouais, parce que je t'ai pas dit ça, mais quand je commençais mes interviews, j'étais à ce moment-là coursé à vélo. Donc je faisais 10h, 18h, je travaillais toute la journée, et puis après le soir, j'enchaînais avec l'interview avec mon sac à dos, quoi, avec mon vélo. Et donc peut-être ça a créé un lien avec certaines personnalités, parce qu'ils m'ont dit, tiens, t'as un sac à dos? Et moi je dis, bah oui, moi je suis honnête, hein, tu vois, je suis coursé à vélo, je fais ça comme... en tant que passionné, en fait, je gagne pas d'argent avec ce que je fais. Puis ils ont trouvé ça, je pense, touchant, et puis ils m'ont dit, moi j'ai commencé comme toi au début, et tu vois, au fur et à mesure, on a créé des liens comme ça. Peut-être ça aussi qui a dû jouer. Tu vois, moi je reviendrai, si je reviendrais en arrière, je ferais la même chose, je pense, parce que je suis quand même assez fier, parce que c'est artisanal, quoi. Okay. Tu vois, il y a un petit côté même amateur dans ma manière de faire et tout, mais je trouve que ça a son charme, quoi. C'est pas parfait, quoi. Mais comme on dit, le plus important, c'est les rencontres, quoi. Et donc, au-delà d'interviewer les gens, d'aller chez eux, alors moi je dis toujours que je suis un voyageur d'âme. J'ai fait le tour du monde des âmes, quoi. On peut dire ça comme ça. C'est surtout créer des liens avec eux et puis les voir en dehors et puis peut-être faire des choses avec eux. Bon, là, ça va être peut-être le prochain chapitre de ma vie. Parce que là, aujourd'hui, j'ai envie de faire des choses utiles, dans le sens engagé, avec tout ce que j'ai appris et tous les liens que j'ai créés. Qu'est-ce que t'en fais, quoi, aujourd'hui? C'est sûr, c'est pas pour faire des vues, parce que j'ai pas beaucoup de vues. Mais d'un côté, tu vois, je remercie la vie du fait que j'ai pas beaucoup de vues, parce que le fait de pas avoir beaucoup de vues m'a quelque part sauvé, dans le sens, je suis pas prisonnier d'avoir des vues. Si j'avais 1 million d'abonnés, là, peut-être, je serais comme certains influenceurs un peu pris au piège. Et là, en fait, c'est super parce que je peux partir. Ouais, c'est sûr. Donc, tu vois, finalement, c'était peut-être pas ma voie d'avoir beaucoup d'abonnés, mais je l'ai pas fait pour ça. Je l'ai fait pour ces rencontres et franchement, je regrette pas parce que je sais que certaines vidéos vont ensuite être reprises par certains journalistes, parce que parfois, des journalistes mainstream me contactent, tu vois, en privé.
Alors c'est drôle, je suis pas très visible, mais tu vois, t'as des journalistes comme France 3 qui m'appellent, qui me disent ah tiens, est-ce qu'on peut utiliser cette vidéo-là parce qu'un tel est parti. Je pense à Michel Anglade, un pilote d'hélicoptère qui a eu comme élève Nicolas Hulot, Yann Bertrand. Tu vois, Yann Bertrand qui est connu, un grand réalisateur, qui fait des films en vue aérienne, et c'est Michel Anglade qui l'a initié à ça. Tu vois, j'aime bien m'intéresser à celles et ceux qui donnent la chance à ces gens-là, en fait. Et ben, tu vois, c'était la seule interview qui a été vraiment réalisée sur Michel Anglade, et du coup, c'est les journalistes qui m'ont contacté. Donc, en fait, je suis un peu, pas connu, mais un peu, je suis référent, je suis dans leur liste, si tu veux, ils savent qui je suis, mais publiquement, on ne me connaît pas, quoi. Mais après, c'était pas non plus mon but de me faire voir, si tu veux. Moi, je voulais juste partager des parcours de vie. Alors, je sais qu'aujourd'hui, on me dit, oui, il faut te montrer un peu, quoi. Donc là, tu vois, avec toi, je montre un peu, quoi. Trop bien. C'est pas dans mes habitudes. Ouais, mais c'est sûr que si ta démarche au départ, c'est d'aller voir des gens qui sont dans l'ombre, effectivement, c'est sûr que mathématiquement, tu auras moins de vues de quelqu'un qui va aller chercher des célébrités, etc. C'est ça. Donc ça faisait partie un peu aussi de ta non-stratégie, comme tu disais, que tu as choisi finalement ça. Et en fait, c'est tout à ton honneur, parce qu'au moins, tu es resté fidèle à ce pourquoi tu le faisais au départ. Et du coup, on revient sur le commencement que tu n'as pas oublié. Et ouais, c'est top. Et qu'est-ce qui te motive tant et te plaît en fait dans le fait de rencontrer les gens? Qu'est-ce qui te motive? En fait, c'est un mélange de plein de choses. C'est un mélange d'enfance, parce que tu vois, j'ai des rêves. Là, récemment, j'ai interviewé le champion du monde et recordman de château de cartes. Moi, j'adore les cartes, tu vois. Tout petit, je jouais aux cartes et je voulais faire des châteaux de cartes. Je me dis, tiens, il existe peut-être ce champion du monde. Et puis, je découvre Brian Berg. 4 fois recordman de château de cartes, mais quand je dis château de cartes, c'est des monuments, quoi. Il fait des monuments de plusieurs mètres. Et pour moi, c'est un peu comme rencontrer des stars, quoi. Tu vois, ça me procure une sensation d'excitation. Et le challenge de me dire, ah mince, est-ce qu'il va accepter mon interview, ma demande? Donc j'ai mis 3 ans. Tu vois, ça a mis 3 ans pour que ça se fasse, en fait. Okay. Et quand on a fait l'interview, j'étais en duo avec ma chérie. Alors ça m'a beaucoup touché. Il s'est confié pendant l'interview. En fait, il a dit qu'il a eu un cancer de l'œil. Et il m'a demandé combien de temps on est en contact. Je dis 3 ans. Il m'a dit, voilà, excuse-moi. C'est pour ça que j'ai mis autant de temps à te répondre. Tu vois, donc c'est intéressant parce que quand tu demandes, tu fais des propositions d'interview, il ne faut jamais interpréter. Enfin, tu vois, on a comment on appelle ça, nos propres projections, si tu veux. Oui, c'est vrai. Et en fait, tu sais pas, en fait. La personne, elle a un truc. Ça t'apprend beaucoup de choses, en fait, sur le côté, il ne faut pas juger les gens. Et aussi, j'ai jamais écouté les autres dire, ah tiens, lui, il ne faut pas l'interviewer. Moi, j'ai dit non, je vais le faire. Par exemple, Jean-Marie Le Pen, je l'ai fait. Je suis content. L'idée, c'est de voir les choses par toi-même. Et de ne pas écouter les gens, quoi. Comme dit Van Damme, le bruit du monde. Donc, si par exemple, la personne te dit, cette personne n'est pas bien, toi, peut-être c'est toi, tu penses ça, mais moi, j'irai. Ou inversement, tu vois, on me propose de faire des interviews de un tel. Moi, généralement, je refuse. Pourquoi? Parce que je ne fais pas par copinage. C'est-à-dire que si toi, tu me proposes quelqu'un et que cette personne, tu me dis, elle est géniale et tout, ok, mais moi, j'ai besoin de le sentir. Donc les gens, des fois, ils confondent certaines choses, tu vois, ils te prennent un peu comme une agence. Il m'a interviewé, tu peux interviewer tous mes potes, quoi, en gros. Non, moi, je suis quelqu'un, tu vois, justement, de fidèle et il faut que je sente les choses, en fait. Donc ouais, ça a aussi un message aussi pour celles et ceux qui me demandent d'interviewer leurs copains. Non, je crois que vous n'avez pas compris mon travail. Mon travail, ça rejoint ton podcast. C'est vraiment c'est une quête. Donc si je suis dans une sorte de quête, donc je vais chercher des gens qui, moi, m'inspirent, mais à titre personnel. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas intéressants. Parce que quelqu'un m'a dit, ouais, mais je crois que tu t'intéressais à tout. Je m'intéresse à pas mal de choses, oui, mais il y a des choses aujourd'hui qui m'intéressent et d'autres moins aujourd'hui, et peut-être dans quelques temps, ces choses qui ne m'intéressent pas vont peut-être m'intéresser. Je pense que c'est important de laisser les gens décider par eux-mêmes. Tu vois, quand moi je dis non, des fois, tu as des gens, ils insistent, tu vois, ils me disent
Je dis, mais tu respectes pas mon nom, en fait. Respecte-moi. Peut-être que dans quelques temps, je vais peut-être dire oui à cette personne. Je suis comme ça, en fait. J'ai besoin de... Ok, je prends l'information, mais il faut pas me forcer à faire une interview, quoi. J'ai besoin de voir et puis sentir, et puis peut-être dans quelques mois, ou peut-être demain, je vais dire oui, quoi. Donc ça, c'est important, je pense, de... Mais les gens ne se rendent pas compte de ça. Tu vois, ils te voient comme intervieweur, bon, c'est bon, il peut faire un tel, un tel, un tel. Non, moi, c'est une quête personnelle. Je fais des gens qui, moi, m'intéressent. Donc, château de cartes, pourquoi? Parce que j'ai appris quoi? C'est que ce monsieur est maladroit dans sa vie. Et dans les châteaux de cartes, c'est un mec très, très habile. Et je trouvais ça génial, en fait. Ça m'a... J'ai appuyé ce point de vue-là, quoi. Donc, plein d'histoires comme ça, tu vois, qui moi, plein de fils conducteurs. Donc voilà, après je peux t'en citer plein. Mais ça peut faire peur aussi de passer à l'action, de se dire je vais aller démarcher des gens et prendre le risque de me prendre un nom, justement. Comment tu fais, toi? Est-ce que tu as peur quand tu le fais, ou est-ce que tu as eu peur avant et que maintenant tu as moins peur? Comment tu vis ça, avec ça? C'est toujours pas évident de digérer le nom, quoi. Tu vois, par exemple, là ce matin, j'ai eu un... Alors on sait pas si c'est un non ou un oui, parce que tu as divers types de noms, quoi. Tu as le nom radical, comme Xavier Niel, j'avais dit, il m'a dit non, je suis pas d'interview. Bon, après, il est interviewé par d'autres médias. Après, tu comprends que, en fait, il n'était pas connu, quoi. Il y a ça. C'est bien parce que ça travaille ton ego aussi. Intéressant. C'est très désagréable, mais j'adore. Et après, j'ai un non oui, c'est-à-dire non, mais René vers nous. Enfin, tu as divers types de noms, quoi, en fait. Et moi, je me dis, bon, bah, ok, sa personne me dit non, mais j'avance sur d'autres pistes. Donc, en fait, j'ai pas l'impression d'être en attente. Tu vois, j'attends pas, en fait. Okay. Et puis, peut-être dans 2-3 ans, je vais relancer cette personne. Ah oui, après, elle dit oui, tu vois. Puis, ça peut être lié à pas mal de choses, hein, l'actualité, la personne, elle est je sais pas, elle fait un projet énorme en ce moment, la personne aussi est malade aussi. Il y a diverses raisons. Là, tu vois, là, j'ai voulu faire... alors, j'espère, là, j'ai appris récemment, tu vois, que l'heure, par exemple, par exemple, là, je sais pas, il est 17-18 heures, eh ben, c'est une entreprise française qui est connectée avec plein de pays du monde entier, qui règle l'horloge. Ok. Tu vois, ça m'intéresse d'interviewer une des personnes qui gèrent ça, quoi. Tu vois, ça, c'est des trucs qui m'ont... Je sais, plein de gens ne s'intéressent pas forcément à ça, mais moi, je m'intéresse, quoi. On s'est toujours posé la question, mais c'est qui décide du temps, en fait? C'est vrai. Eh ben, j'ai trouvé. BIP-M, ça s'appelle. Ok. Ah, tu vois, ils sont à Sèvres. Ok. C'est fou, hein? Incroyable. C'est bien, tu suis vraiment ta curiosité d'enfant, quoi. Comme tu disais, c'est ça qui est génial, qui te motive et qui doit aussi te entretenir cette flamme qui fait que tu l'as fait pendant tant d'années, quoi. Ouais, et puis tu as des parcours de vie qui t'inspirent, comme Philippe Croison, qui a perdu ses jambes, ses bras, ses jambes, qui a traversé la Manche, puis après les 5 continents. Il y a lui, tu vois, puis tu as des projets. Là, j'ai fait Alain Gachet, quand on s'est au téléphone, j'étais en Espagne. Lui, c'est un Français qui n'est pas reconnu du tout en France. Et lui, il me dit, on est nul préfet dans son propre pays. Et c'est drôle parce que aussi, c'est le deuxième point commun après la timidité, c'est qu'on n'est pas connu dans notre propre pays. Souvent, c'est les Américains ou les Chinois qui les repèrent. Et ben, moi, peut-être, c'est mon cas. Je vais peut-être partir, tu vois. Pas parce que j'aime pas la France, mais parce qu'ici, je trouve qu'il y a beaucoup de jalousie, compétition. Et puis, on valorise pas, je trouve, les talents, quoi. Je généralise, hein, mais il y a des gens qui aident aussi. Hein, Bien sûr, ouais. Mais, et donc Alain Gachet, tu vois, c'est pareil, quelqu'un que j'ai découvert grâce à Marc Lassus, l'inventeur de la carte à puce, le créateur de la carte à puce, qui va sortir son deuxième livre le 18 juin 2024, en lien avec l'appel de Gaulle. D'accord. Et donc, il cite Alain Gachet, qui est un monsieur qui est physicien, en gros, qui a développé un radar qui permet de repérer les nappes phréatiques. Donc, il a sauvé des millions de vies en Afrique, quoi, le gars, incroyable. Wow. Donc, tu vois, des gens comme ça m'intéresse. Je me dis, waouh, ça, c'est extraordinaire. Moi, je lui dis au téléphone, mais il méritait même un prix Nobel. On me l'a proposé, mes amis me l'ont proposé de le faire, mais bon, après, il m'a dit, bah, prix Nobel, ça passe par pas mal de strates.
Ouais. Là, pareil, tu découvres un autre monde encore. Mm. C'est assez intéressant. Donc, c'est un mélange de rêve, d'excitation, et puis aussi de... Et à force d'enquêter, comme on dit, quand on cherche, on trouve, et ben, tu découvres que, ah, ok, chaque truc fonctionne comme ça. Ok, ça fonctionne par du copinage. Ouais. C'est pas forcément les plus talentueux, c'est pas eux qui sont forcément les plus... Il y a une journaliste, je me rappelle plus, sur LinkedIn, qui avait posté un post dessus, sur le monde du journalisme d'ailleurs, et elle disait dans son post... Il y a un truc qui m'a choqué, c'est que quand quelqu'un a dit, bah en fait, tu sais, nous on prend pas les journalistes pour leur talent, mais on prend les journalistes parce qu'ils sont publiables. Et ça l'avait choqué, cette journaliste-là, qui a publié ça. Quand elle a dit ça, quand elle a marqué ça, j'ai dit, waouh, ah ouais. C'est sûr. Et quand je dis journaliste, il y a journaliste télé que les gens connaissent, mais moi je parle quand je dis de journalisme, je parle des grands reporters, ceux qu'on ne parle pas beaucoup, ceux qui sont sur le terrain, qui font un travail magnifique, quoi, tu vois. Ça, je respecte, vraiment. Il y a des journalistes qui font vraiment le taf. Mais ils ne cherchent pas à être connus, quoi, si tu veux, mais ils font le taf. Donc moi, je rends hommage à ces... Je me reconnais plus dans cette fibre-là, si tu veux. Ok. Il y a du travail de fond, de l'ombre, mais qui a un impact fondamental, quoi. Exactement. Il y a une question que tu poses beaucoup à tes invités. C'est à travers toutes vos rencontres, qu'avez-vous appris sur l'être humain? Donc j'avais envie de te poser cette question à toi, Steven Kitira. Après plus de 650 interviews, qu'est-ce que tu as appris de l'être humain? Qu'on est rempli de contradictions, qu'on est beaucoup dans la projection, on est un univers nous entier, on projette sans arrêt, qu'on n'écoute pas assez, je trouve. Ça, c'est aussi un truc que j'ai découvert. Et que surtout, de tous les gens que j'ai interviewés, notamment, je pense aux Globetrotters, parce que j'en ai fait une bonne quinzaine, de toutes les manières possibles. C'est un truc de fou, ça. Généralement, ils m'ont dit que les gens étaient généralement généreux. Ah, ok. Très généreux. Les gens étaient bons. Je pense à Jean Béliveau, qui a fait le tour du monde à pied pendant 11 ans. Quand il a rencontré tout type de personnes sur son chemin, et même des voleurs, des criminels, qui voulaient même l'agresser. Et quand lui, il a raconté son histoire, ces gens-là l'ont aidé. Ils lui ont dit, bah écoute, en gros, ils l'ont pas pillé, quoi. Ils ont dit, waouh, c'est extraordinaire ce que tu fais. Ok, le chemin, il est par là, quoi. Dingue. Tu vois. Et là, tu te rends compte que oui, le monde est bon, quoi, en fait. Donc ouais, c'est... Moi, si tu me demandes de dire des conseils, moi, j'ai pas de conseils à dire, parce que je pense que c'est suivre ton intuition, la petite voix intérieure, et puis vérifier les choses par toi-même. Souvent, on passe souvent par les intermédiaires, ou des... Moi, j'appelle ça un peu des parasites, quoi. Vérifier les choses par toi-même, toujours. Ouais. Va à la source. N'écoute pas, même des gens que tu crois bons et bien, vérifie quand même, va à la source quand même. Et là, tu auras ton propre point de vue. Parce qu'on n'a pas la même interaction en fonction des gens, quoi. C'est sûr. Donc, et ça m'a pris ça. Donc l'être humain est essentiellement bon. Mais va comme tu fais, toi. Explore par toi-même. Ouais. Ah, c'est vrai, je te rejoins à 100%. C'est vrai que même moi, dans mon voyage, j'ai voyagé aussi pendant 9 mois. Et je me suis rendu compte à quel point les gens étaient, en ma grande majorité, bons, aidants, contents d'aider. En fait, il y a des gens, ils sont en recherche d'interaction, ils adorent aider. Même si évidemment, il y a des mauvaises rencontres qui malheureusement peuvent arriver. Globalement, on est vraiment l'humain est naturellement bon. Je suis assez convaincu de cette chose-là aussi. Et on a besoin de cette coopération, de ce lien et tout ça. Et selon toi, c'est quoi le secret d'une bonne interview, voire même d'une bonne discussion pour élargir? Moi, je crois que c'est laisser la personne s'exprimer telle qu'elle est, tu vois. Moi, je te dis juste les retours que j'ai eus. Souvent, on m'a dit « c'est merci parce que tu nous laisses parler, tu nous laisses dire des choses qu'on ne peut pas dire ailleurs. Et on sent que c'est bienveillant, en fait. Tu as une écoute bienveillante. » Et ça, ils aiment beaucoup les invités. Souvent, après toi, en tout cas moi, ça m'a donné, grâce à leur retour, ça m'a donné beaucoup d'informations aussi sur eux, parce qu'on les catalogue sur une partie de leur vie,
mais il y a d'autres parties qu'on connaît pas en fait. Et grâce quelque part à mon approche en fait, mais moi je dis on est deux, hein, je suis pas tout seul, c'est une discussion, on est ensemble quoi. Donc c'est grâce aussi au fait que la personne m'accorde sa confiance aussi, grâce à mon écoute et mon intérêt, que là c'est génial, on peut danser ensemble et faire des choses ensemble et moi je me sens honoré et pour respecter ça, moi tu vois je peux pas derrière faire le buzz et mentir. Non, j'essaie d'être le plus fidèle et respectueux envers la personne qui m'a accordé sa confiance. Quoi. Donc ça, pour moi, c'est super important. Et c'est peut-être grâce à ça quoi, qu'au fur et à mesure, j'ai eu des gens qui m'ont fait de plus en plus confiance. Tu vois, on cherche souvent à faire le buzz et tout, mais moi, c'est très important le lien. Voilà, donc j'ai un lien voilà, très fort avec certaines personnalités, mais c'est pas des liens qui sont utilisables pour faire je sais pas, pour lancer un produit, parce que j'ai des gens qui me disent ah tiens t'as un carnet d'adresse incroyable, est-ce que tu pourrais me donner un tel comme contact? Je dis non, je crois que t'as pas compris encore ma démarche, je suis pas dans cette démarche là. Tu vois, et ça c'est des choses. Par exemple, toi tes contacts que tu auras à travers tes rencontres, ça t'appartient à toi en fait. Si moi je viens et je dis ah tiens tu connais un tel, tu penses que je pourrais lui présenter un projet, je me permettrai pas de faire ça, tu vois. Okay. Je pense que ça t'appartient. Après ils sont libres évidemment, mais faut pas tout confondre quoi. Toi tu mets vraiment le lien humain ouais. en premier plan quoi. Ouais. C'est ça. Je dis ça parce que ça m'a quelque part desservi par moment. J'ai voulu aider. Et en fait, en aidant, la personne avec qui j'ai mis en contact n'était pas fiable. Du coup, ça se retourne contre qui? Pas contre la personne, contre toi. Ouais, c'est le risque. Et là, tu t'en veux. Tu te dis, mince, la personne m'a fait confiance, l'autre personne, j'ai voulu l'aider, et puis quelque part, elle n'a pas été correcte avec moi. Et donc, du coup, plus jamais ça, quoi. Mais ça m'est arrivé plusieurs fois. Hein. C'est pour ça que je dis ça aujourd'hui. Hein. Donc, si vous voulez contacter un tel, contactez-le par vous-même. Comme j'ai fait, comme toi tu le fais. Exact. Maintenant, il n'y a pas d'excuse. Hein. On a les réseaux sociaux, on a plein de choses. Hein. Ouais, faut utiliser tous ces outils, on a de la chance d'avoir ça. Donc faut, je tenais à le préciser ça. Carrément. C'est important. Qu'est-ce qui te révolte, toi, dans le monde d'aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des choses qui te révoltent? Ouais, l'injustice. Moi, c'est l'injustice. J'ai un truc contre ça. Et puis, le fait que les gens, parfois, sont pas bienveillants. Bon, la jalousie, c'est pas nouveau, hein, mais... Et puis, j'aime aussi les gens qui ne font pas... qui jouent pas un jeu. C'est-à-dire, si tu as un parcours, si tu es vraiment parti de pas grand-chose, faut que ça soit vraiment vrai, quoi. Pas quelque chose de préfabriqué, quoi. Je dis ça parce que je découvre des choses, tu sais, t'enquêtes, mais je ne suis pas quelqu'un qui va donner des noms, qui va dire des choses, parce que ça, je le garde pour moi. Je trouve ça un peu dommage que les gens ne le voient pas, en fait. Ça m'agace un peu, tu vois. Il dit, mais tu sens pas que c'est un peu faux, sa manière d'être. Les gens ne le voient pas, des fois. Après, ils sont bercés par un peu l'illusion. Donc on a besoin de sagesse pour ce monde moderne. C'est clair. Et pour moi, pour sentir la sagesse, c'est aller voir les vraies personnes, donc remonter à la source. C'est comme ça que j'arrive à détecter après les imposteurs. Je sens des choses, je vois des discours. Lui, il parle parce qu'il sait bien parler, mais c'est pas. Je sens que c'est faux, quoi. Il y a derrière des trucs. Et les gens, ils voient pas ça. Ils sont manipulés par le prestige, par le privilège, par tout ça. Et tu vois, l'intelligence artificielle, moi, je suis pas pour. Tu vois, moi, je vais pas te dire la fameuse phrase non, mais il y a du bon et du pas bon. Pour moi, s'il faut faire un choix, moi, je reviens à la terre. On va tous revenir à l'essentiel de toute façon, c'est-à-dire le potager, le jardinage, savoir bricoler, savoir utiliser les nouvelles énergies. Moi, je pense que c'est ça qu'on devrait limite apprendre à faire, quoi. Pas forcément utiliser des algorithmes pour faire des images. Je dis ça parce que je l'ai fait, mais concrètement, ça sert à quoi? Enfin, je veux dire, moi, je préfère apprendre à bricoler, quoi. C'est plus utile, quoi. Ou faire du jardinage. Ouais. Revenir à des choses simples qui nous permettent aussi de sentir aussi le fruit de ce qu'on fait, ou en tout cas de voir le fruit de son travail.
Ouais. Ce qui est pas évident aujourd'hui parce que comme tout est digitalisé, des fois on ne se rend pas compte forcément de l'impact qu'on a sur les autres. Et c'est ça qui crée aussi, je pense, un peu cette perte de sens. Donc je suis d'accord qu'il y a pas mal de questions qui découlent de tout ça, ouais, c'est clair. Et toi, j'ai l'impression que tu as gardé ta curiosité d'enfant, que voilà, tu vas suivre un petit peu tout ça, tes curiosités. Comment tu fais pour justement garder cet enthousiasme-là dans ce monde où justement on entend tout le temps que l'actualité est catastrophique et que ça va être l'avenir n'est pas forcément reluisant. Voilà, comment tu gardes cet enthousiasme au quotidien? Je crois que j'ai un esprit optimiste à la base. Ok. Et comme je t'ai dit au tout début, je m'amuse en fait. Je m'amuse, mais c'est un amusement conscient. C'est-à-dire j'ai conscience du monde. Je m'intéresse à beaucoup de sujets. De toute façon, tu as vu dans mes interviews, je dis toujours comme un peu... si vous voulez me connaître, il faut regarder tous les... Enfin, il y en a beaucoup, hein, mais Ça va prendre du temps. il faut un peu voir les profils que j'ai interviewés, ils me représentent toute une partie de moi-même en fait. Donc je m'intéresse à beaucoup de domaines, géopolitique, politique et tout ça. J'ai mon avis personnel évidemment. Je vois des choses c'est un peu chaud quoi, il va se passer des choses. Bien sûr. Donc c'est peut-être pour ça que j'essaie un peu que je vais passer à une autre étape aussi de ma vie. Donc après la vidéo, les rencontres, je voudrais passer à une étape supérieure, donc faire quelque chose sur le terrain, quoi, concrètement. Donc du coup, matérialiser quelque chose, quoi. Et tu sais encore dans quel domaine ou pas forcément? Je ne sais pas encore, mais je pense que ça sera en lien avec l'agriculture. En tout cas, quelque chose d'impactant. Je voudrais faire un truc comme ça. Okay. Donc, mais je ne sais pas exactement dans quoi, tu vois. Et puis faire des voyages aussi. Ok. Ouais. J'ai envie de voir d'autres civilisations. Tu vas un peu toujours se remettre en question. Pas me reposer sur des lauriers parce que... je pense à des globetrotters que j'ai interviewés qui m'ont souvent dit, tu sais, aujourd'hui j'ai rien appris, quoi. Et je trouve ça magnifique, quoi. Et aujourd'hui, certains font des boulots dans des entreprises. Et tu dis, waouh, t'as fait le tour du monde, tu reviens. Et certains, ils ont cette capacité à revenir à ça, quoi. Et souvent, tu vois, c'est ça qui est beau dans un parcours, c'est qu'on croit que ça y est, t'as trouvé la clé et ça y est, c'est ça. Ou tu veux devenir conférencier et non, tu peux croire que tu vas être conférencier, mais après, peut-être tu vas changer de voie. Moi, c'est ça qui est beau en fait. Et c'est ça, je crois, qui me donne de sourire, c'est que rien n'est figé, quoi. Tu vois, aujourd'hui, tu fais un podcast, peut-être dans quelques temps, tu auras un autre projet. Mais c'est la vie, quoi. C'est clair. Et d'être, tu vois, souple, en fait, fluide. D'être pas prisonnier. Moi, tu vois, je sais une chose. J'ai mis du temps à savoir, mais je suis pas fait pour être derrière la caméra. Je suis pas fait pour être devant la caméra. Je suis pas fait pour être à côté de la caméra. Je dis ça parce que j'ai fait les trois. J'ai accompagné des gens comme agent. J'ai organisé un événement au Grand Rex. Donc là, j'étais à côté de la caméra. J'ai animé même. J'ai fait un TEDx. J'ai été plusieurs fois derrière la caméra. Et en fait, je me retrouve pas du tout dans les trois. Okay. C'est là que j'ai compris une chose, c'est qu'en fait, Steven, ta voix, elle n'est pas là. C'est dur hein, de se dire ça. Tu vois, je pourrais me mentir à moi-même et de me dire, ah tiens, non. Ma voix, elle est dans autre chose, en fait. Okay. Et c'est dans ça que je vais me diriger. Donc, sans caméra. Okay. Voilà, donc, tu vois, j'ai l'honnêteté au moins de me dire, c'est dur hein, d'être honnête envers soi-même. Parce que tu dis, waouh, merde. Bah ouais, non, je suis pas fait pour ça, en fait. C'est fou. Mais c'est beau, en vrai, c'est vrai que c'est beau de pouvoir le dire aussi en toute honnêteté, en toute franchise avec soi-même. Faut le faire. Mais ça me parle beaucoup ce que tu dis sur le fait qu'en fait, que rien n'est figé. Je crois que c'est Héraclite qui disait un homme ne se baigne jamais deux fois dans la même rivière, parce qu'après, c'est plus le même homme et plus la même rivière. Et en fait, je crois qu'on sous-estime beaucoup à quel point on évolue, à quel point on change nos envies, nos aspirations. Et c'est important de garder cette flexibilité-là, de se dire en fait, s'il y a besoin, je peux changer, je peux faire autre chose. Alors qu'on a tendance peut-être parfois à se mettre dans des cases pour coller à ce que les autres ou ce que la société aimerait de ce qu'on fasse. Et moi, c'est vraiment aussi cette quête-là qui m'anime en fait, de toujours se réinventer, rester ouvert et rester ouvert aux opportunités, parce qu'il y a des choses qui peuvent jaillir et qui peuvent d'un coup nous illuminer sur quelle est notre véritable voie. Donc je pense que c'est important de garder ça à l'esprit. Ouais. Je te rejoins à 100%.
Et il nous reste les 5 questions de la fin. Quelles sont toi, là j'imagine qu'il y en a pas mal, mais les personnes qui t'inspirent le plus? Les noms, tu veux dire les noms des personnes? Ouais. Ah, waouh. Sœur André, je vais citer Sœur André, qui est partie il y a quelque temps, donc c'était la femme la plus âgée de l'humanité. Elle avait 118 ans. Quand je l'ai rencontrée à Toulon, waouh, j'ai vu une femme. En fait, tu sens que les gens, il y a des gens, ils ont une aura, quoi. Ils ont un truc, quoi. Tu sens une puissance. J'ai vu chez elle une énergie extraordinaire d'une femme qui a gardé sa mémoire, en fait. Donc, quand je l'ai vue, j'ai été impressionné. Ça m'a même intimidé. Et qui a beaucoup d'humour. Donc, elle m'a dit l'un des secrets de la longévité, c'est d'avoir de l'humour. On la garde, celle-là. Ça, c'est excellent. Trop bien. Ouais, Sœur André, il y a eu Jack Cooper, dessinateur du TGV avec qui j'ai créé des liens très forts, qui j'ai eu l'honneur de filmer ses dessins, parce qu'il a offert des dessins aussi au musée de Mulhouse, le plus grand musée de train d'Europe d'ailleurs. Là, j'ai eu accès à ses archives, donc là, c'était fabuleux de voir ça. Il y en a tellement. Michel Anglade, qui est parti aussi il n'y a pas longtemps. Tiens, quelqu'un je cite rarement, mais qui m'a quand même pas mal aidé sur le chemin, Mister Puma, qui lui, donc c'est un gars qui fait des cascades, des acrobaties dans des métros, qui lui a monté notre documentaire. On a remporté un prix à Rome, et lui, il a fait tout le montage. Alors à la base, il n'est pas monteur. Wow. Et donc, merci à lui, parce que c'est quelqu'un de très solitaire. C'est un fauve, c'est quelqu'un d'indépendant. Et il m'a suivi dans mes aventures. Dans mes aventures, mais sur les aventures, parce qu'au départ, on devait faire, je crois, 15 personnalités. Finalement, on en a fait 50. Et après, il m'a dit, bon, faut que je te stoppe, quoi. T'es une machine infernale, quoi. Okay. On a réussi à le faire, finaliser. Donc, je tenais à le remercier aussi. Jos de Villeneuve, qui a créé l'atelier du sourcil, qui maintenant fait autre chose, qui faisait partie des premières personnes que j'ai interviewées. Elle nous a hébergés à Marrakech avec ma chérie il n'y a pas longtemps. Donc, il y en a tellement en fait. J'ai peur d'offenser certains, tu vois. Il y a Christophe Burieux en Bretagne, qui est champion du monde de crêpes. qui lui m'a aussi accueilli, on va peut-être aller le voir bientôt. Okay. Philippe Gillet aussi, avec qui j'ai fait la conférence au Grand Rex, qui nous a hébergés plusieurs fois, l'homme des crocodiles. Ah oui, ok, bien sûr. Donc lui, extraordinaire, donc on a des liens très forts ensemble. Donc il y en a beaucoup, il y a Cécile Gordon, il y a Alain Duverne, le créateur des Guignols, il y a Tarek Saïbeddine qui a sauvé la vie de 300 passagers. T'as Sidi Gelouma, un entraîneur de boxe, de champion, lui aussi, quelqu'un de bien. Georges Haddad, ancien président de la Sorbonne. Enfin bref, il y en a tellement. Il y en a tellement, ça pourrait durer longtemps, mais c'est bien en fait, justement, d'avoir tout un panel de personnes de qui s'inspirer. C'est top. Et puis on voit que ça t'a vraiment nourri aussi, toi, dans ta quête. Je pense que c'était vraiment le but, quoi, donc c'est top. Est-ce que tu as un livre ou une ressource qui t'a particulièrement marqué au cours de ta vie et que tu pourrais nous partager? Ouais, alors il y a un livre, ça c'est grâce à Alexandre Astier. Il a parlé un jour d'un bouquin qui s'appelle Le héros mille visages, de Joseph Campbell. En fait, en gros, Joseph Campbell, c'est un gars qui a étudié toutes les histoires de toutes les civilisations. Et il a remarqué qu'en étudiant toutes les histoires, je crois de plus de 1000 histoires, il a étudié dans sa vie, le gars, tu retrouves toujours les mêmes choses. Le méchant, le gentil, et tout ça. Donc je l'ai acheté, ce bouquin. Après, je suis allé un jour dans une Fnac, chercher un autre bouquin sur la psychologie, tout ça. Et je suis allé dans le rayon cinéma, je sais pas, j'ai suivi mon intuition. Et je tombe sur un bouquin de Vogler. En gros, c'est le guide du scénariste. Qui a été, ce livre a été inspiré du livre de Joseph Campbell. Et en fait, Vogler, c'est celui qui a inspiré les scénarios de Star Wars, de Seigneur des Anneaux. Et il parle dedans du héros, du voyage des héros.
Donc le voyage du héros, ça m'a parlé en fait, parce que en gros, en gros, tu incarnes un personnage et en fait, il y a, je crois, 12 étapes, donc c'est en forme de cercle. Et là, je me dis, tiens, ça me parle. La quête, après, tu vas rencontrer des messagers, des amis, des ennemis, puis après, tu vas atteindre le Graal pour revenir à la source. Je dis, ça me parle, ce schéma de quête. Donc ce livre-là, ouais. Ah, c'est excellent, c'est une belle image de la vie, en fait, de son propre chemin de vie, quoi, clairement. Ça. Le guide du scénariste. Tu vois, au départ, je voulais chercher un livre à la base de psychologie et développement personnel et je tombe sur ce bouquin de guide du scénariste. Mais je ne savais pas que j'allais trouver Au départ, je me suis dit, tiens, guide du scénariste, comment créer un scénario, ça m'intéresse. Puis je tombe sur ça, j'ai découvert une pépite en fait. Ah, donc, grâce à Alexandre Astier. Voilà, tu vois, comme quoi. Ah, c'est fou. Et puis, comme quoi, on peut apprendre aussi de différents domaines et en fait, on peut croiser les disciplines. Ça, c'est intéressant aussi. De toujours, en fait, même dans des choses qui ont a priori aucun lien. En fait, on peut en tirer des leçons de sagesse, justement, c'est clairement l'idée, tu vois. C'est ça. Donc c'est top. Quel conseil donnerais-tu au Steven de 20 ans ? Continuer à suivre et à croire, en tout cas, à ce qu'il fait. Et même si c'est pas parfait, même si c'est pas bien, de continuer. En fait, c'est beau parce que ça ne veut plus rien dire, réussir, échec, tout ça. Le plus important, c'est de faire, en fait, d'être poussé, en fait. Et je crois que c'est ça, pour revenir à ta question précédente, tu vois, qu'est-ce qui me motive, c'est de faire, en fait, c'est d'y aller. Je me dis pas, tiens, ça va faire ça, mais d'y aller. Cette pulsion-là, pour moi, elle est importante parce que c'est ça qui te nourrit, en fait, quelque part. Quand tu as plus ça, t'es plus motivé, tu vis plus, pour moi. Tu vois. Et peu importe, c'est pas grave. Tu vois, moi j'ai fait un événement au Grand Rex, je savais même pas que ça allait fonctionner, même pas avec Philippe, on avait peur, on n'avait pas assez de place. Mais on l'a fait. Au final, ça a quand même réussi, mais même si ça n'avait pas réussi, on aurait été fiers de nous, tu vois. Mais quand on a vu la salle pleine et tout, 260 personnes, c'était magnifique. On était fiers de nous, quoi. Mais on l'a fait. Donc d'y aller, d'oser, et puis, comme je dis toujours, c'est pas le résultat qui compte, quoi. C'est le fait d'y aller, en fait. D'être dans le mouvement, de se dépasser, d'oser, quoi, en fait, comme tu dis. C'est ça. L'audace, quoi. Exactement. Et toujours être en alerte, même des petits détails qui font toute la différence. Et c'est pour ça que je suis ouvert à tout. Et j'écoute tout le monde, en fait. Des gens expérimentés, des débutants. Et parfois, les débutants, ils ont plus à t'apprendre que toi, parfois. Et c'est ça qui est beau. Et c'est ça, quand je disais rester intact, c'est toujours garder cette fraîcheur, en fait. C'est pas parce que, tu vois, j'ai fait bientôt 700 interviews que ça y est, maintenant... Non, je me remets toujours en question, tu vois. Et je me dis, je veux apprendre, je veux connaître. Ok, il y a des choses, je dois m'améliorer. Ok, je prends. Je me dis pas ça acquis. Et s'il faut recommencer, je vais recommencer. Hein. C'est ça, en fait. Et je me reconnais dans... Tu vois, moi, j'adore le sport. Et quand j'écoutais les interviews de Nadal ou Federer ou Djokovic, les gens se disaient, mais comment, avec tous ces titres-là que vous avez, vous êtes encore motivé? Et je les comprends, en fait. C'est parce qu'en fait, ils s'amusent. Ils disent souvent, je m'amuse, je prends du plaisir. Et quand il n'y aura plus de plaisir, j'arrêterai, quoi. Moi, c'est pareil. Ouais. Trop bien. Qui aimerais-tu voir dans le podcast ? Est-ce que tu as des idées de personnes qui seraient intéressantes d'avoir dans Sagesse Moderne ? Ah, ouais. Oui, le philosophe. André Comte-Sponville ? C'est ça. Ouais. Carrément. J'aimerais bien. Ouais. J'aimerais beaucoup. Cool. Je pense que ça va être un sujet très intéressant, quoi. Tu l'as interviewé, toi, déjà, c'est ça ? Ouais, j'ai interviewé chez lui. Trop bien. Il m'a reçu. Et en plus, il habite dans le quartier, donc il n'est pas très loin. C'est génial. Okay. Donc, ça sera facile pour lui de venir. Trop bien. Cool. Et c'est où, d'ailleurs, pour que les gens, s'ils veulent aller voir tes interviews, etc., comment ils font ? Sur YouTube, c'est Steven K. LinkedIn, donc Steven Kitirat. Instagram, Steven Kitirat aussi. Après, j'ai Odyssée et c'est tout. Ouais, je me suis un peu limité en termes de réseaux sociaux. Ah, c'est bien, faut pas être. Avant, j'avais TikTok, et j'avais Twitter et j'avais Facebook. Maintenant, j'y suis plus. Okay. Ça me donne moins de travail à faire et puis après, tu te disperses trop, quoi. C'est ça. Donc, je suis
concentré. Et puis bon aussi, c'est parce que je suis dans une démarche aussi de m'éloigner un peu plus des réseaux sociaux aussi. Ouais. Je vais m'en éloigner de plus en plus en fait, pour plus être proche du réel en fait. Donc ça m'inquiète un peu ce monde numérique. Ouais. Tu trouves que ça prend trop de place? Ouais, ça prend trop de place. Et c'est pour ça que c'est bien ce que toi tu fais. Toi, tu fais un podcast, tu vois, les gens, tu peux les rencontrer et tout. Bon, moi, j'en fais aussi pas mal, mais beaucoup par visio. Bon, c'est vrai que je fais pas mal de visio. Bon, après, maintenant, c'est vrai que j'ai un peu plus de flemme d'aller à l'autre bout de la France qu'avant, quoi. Bon, j'ai été la semaine dernière sur Andy à Orthez, mais accumuler pour accumuler. Là, aujourd'hui, maintenant, je peux me dire, bah, c'est bon, stop, et puis je vais aller... voir certains que j'ai pas vus depuis longtemps et puis on va boire un verre ensemble. Ouais, t'as raison. Mais c'est important en fait que ça devienne pas une fin en soi en fait. La technologie c'est juste un moyen pour qu'on soit connectés les uns aux autres, et peut-être faciliter certaines tâches, etc. Mais à partir du moment où ça devient un objectif en soi de développer la technologie pour développer la technologie, je pense qu'on se trompe de terrain, quoi. Je pense que l'important c'est vraiment de réussir à en faire un moyen pour faire des rencontres dans le réel, pour être en lien avec d'autres personnes, pour communiquer, etc. quoi. Ça, tu vois, c'est ce qui m'a donné aussi un élément de réponse. Et là, tu vois, grâce à toi, là, j'y pense, c'est quand il y a eu le Covid, ou la Covid, je sais pas comment on l'appelle. Moi, j'ai fait des tournages pendant ce temps-là. Et c'est là que je me suis dit, c'est intéressant ce qui se passe parce que ça va me challenger, quoi. Est-ce que mon concept d'interview et de rencontre va fonctionner à ce moment-là? Et du coup, j'ai pas été bloqué. J'ai réussi à faire des tournages grâce aux liens que j'ai créés. Okay. Si j'étais juste dans une optique d'interview, pour faire du buzz ou pour accumuler un chiffre, j'aurais pas pu faire ces tournages d'émissions, parce qu'on a tourné dans des appartements. C'était génial, quoi. Et ça, j'ai pu le faire grâce aux liens que j'ai acquis, aux liens que j'ai faits. Tu vois, c'est pour ça que j'ai toujours privilégié le lien, et s'il n'y a plus Internet demain, s'il n'y a plus Internet, c'est pas grave. Mon média va toujours exister parce que j'ai créé des liens avec certains, donc du coup on pourra se voir. Certains, ils sont que sur des plateformes, ils dépendent que de ça, quoi. Mais si tu enlèves, il n'y a plus rien. Et le lien, non, j'ai pas créé de lien avec eux. Tu vois? Oui, c'est clair. C'est ça qui est puissant en fait, c'est vraiment ça au final en plus. Qui surtout, même en termes de confiance après avec les autres, ça vient du lien, et il n'y a rien de plus puissant, et en fait on en a besoin aussi en plus en tant qu'humain. Oui. C'est ce qui nous manque pas mal d'ailleurs dans notre société malheureusement. C'est ça. Beaucoup de gens se sentent seuls, et on a besoin de recréer du lien. Ça, je suis à fond dans cette même vibe aussi, donc c'est top. J'arrive à la dernière question de ce podcast. Si tu avais un tableau géant pour faire passer un message au monde, qu'est-ce que tu écrirais dessus? Bonne question. Allez, je vais reprendre le terme de André que j'ai interviewé hier, qui va faire un record du monde le 24 mai, record du monde de bain glacé, dans une cabine remplie de glace, plus d'1 tonne de glace. Il veut atteindre 4h15 au Canada, à 13h Canada, heure canadienne, à Calgoff, donc je crois qu'il y a 10 heures d'écart avec nous. Lui, il dit en gros, il incite, en fait, son message c'est en gros que les gens suivent leur cause, leur noble cause. Moi c'est pareil, je vais reprendre son concept, que les gens suivent leur noble cause. C'est chacun suit ce que lui semble être bien, quoi. Moi je suis pour la liberté de chacun. Tu vois, on m'a proposé de faire du coaching, faire des masterclass et tout, et en fait je te dis, je me reconnais pas dedans parce que j'ai pas la formule magique en fait. Je pense que c'est propre à chacun, avec sa propre sensibilité aussi. Chacun, je pense, est bon quelque part, mais avec son propre expérience. Et moi, je suis pour que chaque personne exprime sa propre singularité. Donc, je pense que le meilleur coach, c'est vous-même, en fait. Magnifique mot de la fin. On adore. Moi, c'est ce que j'exprime, c'est un peu le mantra aussi que j'ai repris à d'autres. Mais c'est explorer vos curiosités. Et ça rejoint vraiment cette idée-là. Donc totalement aligné. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire en tout cas, hein, chacun de suivre. En tout cas, moi, je vais essayer de le faire, de suivre mon propre chemin. C'est aussi ma quête. Donc en tout cas, merci Steven. C'était vraiment riche en sagesse et en enseignement de toutes ces rencontres. Merci à toi. C'était un plaisir. À très vite. Merci d'avoir écouté Sagesse Moderne. Si vous avez écouté jusqu'ici, ça veut dire que l'épisode vous a plu. Alors je vous invite à liker et à mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast et à me faire vos retours sur l'épisode. Ça m'aide beaucoup pour me faire connaître. Encore merci à vous et à très bientôt sur Sagesse Moderne.